Si un jour vous vous perdez dans les bois près de La Rochette, et que vous apercevez une lumière dorée dans l'obscurité, réfléchissez bien avant de la suivre. Il y a bien longtemps, alors que les terres du Luxembourg n'étaient qu'un vaste territoire sauvage parsemé de villages isolés, vivait une créature mystérieuse que l'on disait issue des eaux profondes. On la nommait Mélusine. La légende raconte qu'elle n'était pas une simple mortelle, mais une nymphe, une fille des rivières et des forêts, dotée d'une beauté envoûtante et d'un secret qu'elle gardait jalousement. Un jour, Siegfried, un jeune et ambitieux comte d'Ardenne, voyageait à travers ces terres. En quête de gloire et d'un lieu où bâtir son futur, il tomba par hasard sur une source entourée de pierres brillantes, près de l'Alzette. Là, il vit une femme, ou plutôt une apparition. Mélusine était assise au bord de l'eau, peignant ses longs cheveux dorés, son regard brillant dans la lumière de l'aube. Siegfried, frappé par sa beauté, s'approcha, mais Mélusine, avec un sourire énigmatique, disparut dans les eaux. Intrigué, Siegfried passa des jours entiers à revenir au même endroit, espérant revoir la mystérieuse femme. Finalement, elle apparut de nouveau. Cette fois, il osa lui parler. Mélusine lui répondit, et peu à peu, une relation étrange se développa entre eux. Siegfried, fou amoureux, demanda Mélusine en mariage. Elle accepta, mais posa une condition étrange. Chaque samedi, elle devait être seule, dans ses appartements ou près de l'eau, et il lui était interdit de la déranger ou de chercher à comprendre ce qu'elle faisait. Et pris au-delà de toute mesure, il accepta. Le mariage de Mélusine et Siegfried fut célébré avec faste, et rapidement, leur union devint une bénédiction pour le comté. Mélusine, par sa sagesse et sa connaissance des terres, guida Siegfried dans la construction d'une forteresse sur un rocher imposant. Ce château, destiné à devenir le berceau du Luxembourg, devint un symbole de prospérité. Mais Mélusine ne se contentait pas d'être une simple épouse, elle semblait comprendre la terre comme personne d'autre. Sous sa direction, des sources jaillirent, des récoltes prospérèrent, et la forteresse grandit avec une rapidité presque surnaturelle. Les années passèrent, mais l'énigme du samedi continuait de troubler Siegfried. Que faisait-elle ces jours-là? Pourquoi lui interdisait-elle si fermement de la suivre? Cette question, comme une graine de doute, commença à germer dans son esprit. Il essaya de chasser ses pensées, se rappelant sa promesse, mais l'interdit ne faisait qu'aiguiser sa curiosité. Un jour, il céda à la tentation. C'était un samedi matin, alors que Mélusine s'était enfermée dans ses appartements privés. Siegfried, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, monta les escaliers et ouvrit la porte interdite. Ce qu'il vit le laissa pétrifié, Mélusine était à moitié femme, à moitié serpent. Sa longue queue écailleuse s'enroulait sur le sol, et son corps, bien que toujours gracieux, dégageait une aura surnaturelle. Elle chantonnait d'une voix mélodieuse, mais lorsqu'elle leva les yeux et vit Siegfried, son visage se figea. Un cri déchirant s'échappa de sa gorge. Siegfried tenta de s'excuser, de la calmer, mais il était trop tard. Mélusine, trahie, s'enfuit dans un éclat de lumière et disparut dans les eaux de l'Alzette. Avant de s'évanouir, elle jeta une malédiction: tant que ce rocher portera une forteresse, il prospérera, mais quiconque le gouverne oubliera le respect des promesses le verra chuter. Après son départ, la forteresse demeura debout, et Luxembourg continua de croître. Mais certains racontent que Mélusine ne disparut jamais complètement. Les nuits de pleine lune, les pêcheurs disent entendre une femme pleurer près de la rivière, ses sanglots portés par le vent. D'autres prétendent l'avoir aperçue, toujours belle et mystérieuse, peignant ses cheveux dorés au bord de l'eau. Mélusine est devenue plus qu'une légende, elle est une partie de l'âme de Luxembourg, un rappel des promesses brisées et des mystères que l'on aurait dû respecter. Et ainsi, lorsque vous vous promenez près de l'Alzette, prenez garde. Peut-être entendrez-vous un chant lointain ou sentirez-vous une présence. Mélusine veille toujours sur les terres qu'elle a aidé à façonner, mais son cœur reste brisé, et son esprit tourmenté. Dans un village isolé au cœur des vallées du Luxembourg, les rivières sinueuses étaient à la fois une source de vie et une cause de crainte. Les habitants croyaient fermement qu'une créature terrible vivait dans leurs eaux sombres. Ils l'appelaient le Cropman, un être à l'apparence étrange,
mi-homme, mi-monstre aquatique. Selon les récits, sa peau était couverte d'une fine couche d'algues et de vases, ses doigts étaient longs et griffus, et ses yeux, pâles et brillants, semblaient voir dans les profondeurs les plus noires. Les parents mettaient constamment en garde leurs enfants, ne t'approche pas des rivières, surtout seul. Si tu tombes, le Cropman t'attrapera et t'emmènera dans son royaume sous-marin. Mais comme toutes les légendes, cette histoire ne faisait qu'éveiller la curiosité des plus jeunes, désireux de voir si le monstre était réel. Un jour, un garçon nommé Jacob, connu pour être têtu et audacieux, décida de tester la légende. Fatigué des histoires d'adultes, il s'approcha de la rivière un soir d'automne, lorsque le brouillard flottait au-dessus de l'eau comme un voile spectral. Il s'assit sur une pierre au bord de l'eau, lançant des cailloux pour troubler la surface. Rien ne se passa d'abord. Jacob rit intérieurement, convaincu que le Cropman n'était qu'un conte pour enfants. Mais soudain, un bruit sourd retentit, comme si quelque chose de lourd se déplaçait dans l'eau. Jacob se pencha pour regarder de plus près, et c'est alors qu'il le vit, une main, grande et osseuse, surgit de la rivière et tenta de saisir son pied. Jacob hurla et bondit en arrière, juste à temps. La créature, dont le visage émergea brièvement, le fixa avec des yeux luisants, puis disparut dans les profondeurs. Paniqué, le garçon courut chez lui. Il raconta ce qu'il avait vu, mais personne ne le crut. Pourtant, dès le lendemain, une étrange tension s'abattit sur le village. Les eaux de la rivière semblaient plus sombres, plus agitées. Des poissons morts furent retrouvés flottant à la surface, et certains affirmèrent avoir entendu des bruits de clapotis, même en pleine nuit, loin de tout courant naturel. Jacob, hanté par sa rencontre, tomba malade. Il marmonnait dans son sommeil des mots incompréhensibles et parlait de doigts qui le poursuivaient. Sa fièvre empira, et en moins d'une semaine, il rendit l'âme. Avant de mourir, il murmura à sa mère, « Il m'attend. Il m'appelle. » La mort de Jacob marqua un tournant dans le village. Plus personne n'osait s'approcher de la rivière. Les pêcheurs abandonnèrent leurs filets, et les enfants n'étaient plus autorisés à jouer près de l'eau. Avec le temps, le Cropman devint une figure presque mythique, un avertissement pour les imprudents. Mais certains anciens du village affirment que la créature est bien réelle et qu'elle continue de rôder, attendant le moment où un autre enfant désobéira. Les nuits de brouillard, si vous vous promenez près d'une rivière luxembourgeoise, écoutez attentivement. Vous pourriez entendre un léger clapotis, comme si quelque chose de massif se mouvait sous la surface. Et si vous êtes assez malchanceux pour apercevoir une lueur pâle, semblable à un œil, fuyez. Car le Cropman n'oublie jamais. Au cœur des forêts luxembourgeoises, le château de Beaufort se dresse majestueusement, entouré de mystères et d'histoires anciennes. Si ses tours et ses murs en ruine attirent de nombreux visiteurs, peu d'entre eux connaissent la sombre légende qui y est attachée. On dit que, depuis des siècles, une châtelaine hante ces lieux, son esprit errant à jamais, incapable de trouver le repos. L'histoire commence au Moyen Âge, à l'époque où le château était encore un bastion solide, habité par une famille noble influente. La châtelaine, une jeune femme nommée Isolde, était connue pour sa beauté sans pareille et son intelligence acérée. Mariée à un seigneur bien plus âgé, elle menait une vie confortable mais solitaire, son mari étant souvent absent pour des affaires militaires ou politiques. Un jour, un jeune chevalier blessé trouva refuge au château. Isolde, fascinée par son courage et sa vitalité, veilla personnellement à son rétablissement. Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé comme une simple amitié se transforma en une passion interdite. Isolde et le chevalier vivaient leur amour en secret, mais les murs du château ont des oreilles, et leur relation ne tarda pas à parvenir aux oreilles du seigneur. En apprenant la trahison de sa femme, le seigneur entra dans une rage folle. Il fit enfermer Isolde dans une tour du château, sans nourriture ni eau, la laissant dépérir lentement. Le jeune chevalier, capturé, fut exécuté devant les fenêtres de la tour pour forcer Isolde à assister à sa mort. La légende raconte qu'elle cria, implora, puis maudit son mari avant de sombrer dans le silence, emportée par la faim et la douleur. Depuis sa mort tragique, des événements étranges se produisent au château. Les gardiens et les visiteurs rapportent entendre des gémissements et des cris, particulièrement les nuits de pleine lune.
Certains affirment avoir aperçu une silhouette blanche dans les couloirs sombres ou au sommet de la tour où Isolde a péri. Des chandeliers s'allumeraient et s'éteindraient sans explication, et parfois, un parfum de rose, que l'on dit être celui qu'Isolde portait, flotte dans l'air. L'histoire la plus célèbre liée au fantôme d'Isolde est celle d'un groupe d'archéologues qui travaillaient dans les ruines du château dans les années 1930. L'un des membres de l'équipe, un sceptique notoire, se moquait ouvertement des récits de hantise. Une nuit, alors qu'il travaillait seul dans une aile isolée, il sentit soudain un froid intense. En levant les yeux, il vit une femme vêtue d'une robe ancienne, debout au milieu de la pièce. Elle semblait flotter, ses yeux fixant les siens avec une intensité terrifiante. L'homme s'évanouit sur place et, lorsqu'il se réveilla, il était à l'extérieur du château, près de la rivière. Depuis, il refusa de retourner à Beaufort. Les habitants du village voisin, bien qu'habitués à l'histoire, évitent encore aujourd'hui de s'approcher du château la nuit. Certains pensent qu'Isolde cherche son chevalier, tandis que d'autres croient qu'elle hante le lieu pour maudire tous ceux qui lui rappellent son mari cruel. Quoi qu'il en soit, le château de Beaufort est devenu un lieu emblématique pour les chasseurs de fantômes et les amateurs de paranormal. Si vous visitez le château, peut-être ressentirez-vous une étrange sensation dans l'air ou entendrez-vous un murmure lointain. Mais si, par malheur, vous voyez une silhouette blanche vous fixer depuis une tour ou un couloir sombre, ne regardez pas trop longtemps. On dit qu'Isolde n'aime pas être observée, et ceux qui croisent son regard pourraient ne jamais oublier le froid glacial qui les traverse. Perché sur une colline, le château de Hohenfeld domine la vallée environnante, ses murs de pierre grise semblant défier le passage du temps. Mais derrière son apparence imposante se cache une légende sombre, celle d'un trésor caché qui aurait coûté la vie à quiconque a tenté de le dérober. Cette histoire, transmise de génération en génération, est bien plus qu'un conte, elle est considérée comme une malédiction. L'origine du trésor remonte à une époque troublée, lorsque le Luxembourg était en proie à des guerres incessantes. Le seigneur de Hohenfeld, un homme avare et paranoïaque, craignait que son château ne soit pris d'assaut. Il fit enterrer ses richesses or, pierres précieuses et objets d'art dans une salle secrète sous les fondations du château. Seuls 2 hommes connaissaient l'emplacement exact, le seigneur lui-même et un forgeron qu'il avait payé grassement pour concevoir une porte dissimulée. Mais la paranoïa du seigneur ne s'arrêta pas là. Peu après que le trésor fut caché, il fit exécuter le forgeron, assurant ainsi que personne d'autre ne puisse découvrir son secret. On raconte que, dans ces derniers instants, le forgeron maudit son maître, jurant que le trésor ne profiterait jamais à personne. Le seigneur de Hohenfeld mourut peu de temps après, et le trésor sombra dans l'oubli, jusqu'à ce que des générations plus tard, des rumeurs surgissent. Des chercheurs de fortune vinrent fouiller le château, convaincus de trouver des indices. Mais ceux qui s'approchaient trop du trésor rapportaient des phénomènes étranges, des bruits de chaînes, des chuchotements incompréhensibles, et une sensation oppressante de froid. Plusieurs disparitions mystérieuses alimentèrent la rumeur que le trésor était maudit. Le cas le plus terrifiant est celui d'un groupe d'aventuriers dans les années 1800. Ils prétendaient avoir localisé la salle secrète grâce à un vieux parchemin trouvé dans une bibliothèque locale. Après des semaines de creusement, ils atteignirent une porte en métal ornée de gravures étranges. En l'ouvrant, ils tombèrent sur un spectacle macabre, des squelettes empilés autour d'un coffre rempli d'or. Avant qu'ils ne puissent prendre quoi que ce soit, l'un des hommes s'évanouit, et un autre hurla en affirmant avoir vu une ombre se déplacer dans la pièce. Seuls 2 membres du groupe survécurent à cette expédition. Ils quittèrent le Luxembourg, jurant de ne plus jamais revenir. Depuis, personne n'a osé chercher le trésor, mais les habitants de la région racontent que des lumières mystérieuses apparaissent parfois autour du château, comme si des âmes tourmentées continuaient de garder ce qui leur appartient. L'abbaye d'Echternach, avec ses tours imposantes et son architecture majestueuse, est un lieu de prière et de recueillement depuis des siècles. Mais les murs de cet édifice sacré cachent une histoire troublante, une légende qui évoque le fantôme d'un moine décapité errant dans les couloirs sombres de l'abbaye. L'origine de cette légende remonte au XVe siècle. À cette époque, l'abbaye était un centre intellectuel majeur, abritant des moines érudits qui passaient leur journée à recopier des manuscrits, étudier les textes sacrés et prier.
Parmi eux se trouvait frère Matteo, un jeune moine dévoué, mais connu pour ses ambitions personnelles. Il avait un rêve secret, devenir l'abbé de l'abbaye, un poste de prestige et de pouvoir. Cependant, un homme aussi ambitieux dans un lieu de dévotion ne pouvait que susciter des tensions. Frère Matteo découvrit un jour que l'abbé en poste, un homme âgé et apprécié de tous, préparait un testament destiné à désigner son successeur. Matteo, poussé par son désir de pouvoir, décida de s'emparer de cette opportunité. Une nuit, alors que tout était silencieux dans l'abbaye, il entra dans les appartements de l'abbé. Ce qui se passa ensuite reste flou, mais l'histoire raconte que Matteo assassina l'abbé pour s'assurer de prendre sa place. Cependant, son crime ne resta pas impuni. Les moines, découvrant le corps sans vie de leur abbé et suspectant Matteo, le dénoncèrent aux autorités locales. Le jeune moine fut jugé et condamné à mort. Son châtiment fut brutal, il fut décapité sur la place centrale d'Echternach, devant une foule horrifiée. Mais avant de mourir, il lança une malédiction sur l'abbaye, « Vous m'avez trahi, tout comme j'ai trahi mon frère. Mon esprit ne trouvera jamais le repos, et je hanterai ces murs jusqu'à ce que mon crime soit pardonné. » Peu de temps après sa mort, des événements étranges commencèrent à se produire dans l'abbaye. Les moines rapportèrent entendre des pas lourds résonner dans les couloirs la nuit, bien que personne ne soit visible. Certains jurèrent avoir aperçu une silhouette vêtue d'une robe de moine, mais sans tête, errant près de la bibliothèque ou de la chapelle. Les chandelles s'éteignaient et se rallumaient sans explication, et une froideur inexplicable envahissait parfois les pièces. Un récit particulièrement célèbre est celui d'un novice arrivé à l'abbaye au XVIIe siècle. Le jeune homme, sceptique quant aux histoires de fantômes, se porta volontaire pour passer une nuit dans la bibliothèque, le lieu où le moine sans tête était le plus souvent aperçu. Vers minuit, alors qu'il lisait à la lueur d'une chandelle, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il vit une silhouette massive, encapuchonnée, mais là où aurait dû se trouver un visage, il n'y avait qu'un vide sombre et terrifiant. La silhouette tendit une main griffue vers lui, et le novice s'évanouit. Lorsqu'on le retrouva le lendemain matin, il était blême et incapable de parler pendant plusieurs jours. Les siècles passant, la légende du moine sans tête est devenue partie intégrante de l'histoire de l'abbaye. Certains pensent qu'il cherche encore le pardon pour son crime, errant dans les couloirs à la recherche d'un moyen de se racheter. D'autres croient qu'il est un avertissement, rappelant aux habitants et visiteurs de l'abbaye que même les lieux saints peuvent abriter des âmes tourmentées. Aujourd'hui, les visiteurs d'Echternach se pressent pour admirer l'abbaye et son architecture impressionnante. Mais ceux qui osent rester jusqu'à la tombée de la nuit rapportent parfois des expériences troublantes, des ombres mouvantes dans les coins sombres, des bruits de pas résonnant sur les vieilles dalles de pierre, ou une étrange sensation de froid, comme si un regard invisible pesait sur eux. Si jamais vous visitez l'abbaye, osez marcher seul dans ces couloirs une nuit calme. Écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous le froissement d'une robe ou le bruit sourd de pas fantomatiques. Et si vous sentez une brise glaciale vous frôler, ne vous retournez pas trop vite. Car le moine sans tête pourrait bien être derrière vous, attendant une absolution qu'il ne trouvera jamais. Les vastes forêts autour de Nef, un petit village à la frontière luxembourgeoise, sont célèbres pour leur beauté sauvage. Mais elles abritent aussi une légende sombre qui fait frissonner ceux qui osent s'y aventurer de nuit, l'histoire du loup-garou de Nef. La légende raconte qu'au XIXe siècle, deux frères, Peter et Lars, vivaient dans une ferme isolée à la lisière de la forêt. Peter, l'aîné, était un jeune homme honnête et travailleur, bien qu'un peu solitaire. Lars, en revanche, avait un caractère sombre et colérique. On disait qu'il passait de longues nuits dans les bois, revenant parfois à l'aube avec des vêtements déchirés et des blessures inexplicables. Un soir d'hiver, alors que la pleine lune éclairait la forêt, Peter remarqua l'absence de son frère. Inquiet, il prit une lanterne et partit à sa recherche. Il n'était pas allé bien loin lorsqu'il entendit un hurlement terrifiant qui résonna dans les arbres. Le son glaça son sang, ce n'était ni un loup ni un homme, mais un mélange des deux. En avançant prudemment, il aperçut une silhouette massive, une créature à moitié humaine, à moitié animale, avec des yeux rouges perçants et des griffes acérées. Peter, terrifié, se cacha derrière un arbre, espérant que la créature ne l'avait pas remarqué. Mais le monstre,
avec un grognement bas et guttural, renifla l'air comme s'il avait détecté sa présence. Peter sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. La lumière de sa lanterne vacillait, menaçant de révéler sa cachette. Alors qu'il reculait lentement, il marcha sur une branche morte qui craqua sous son poids. Le bruit résonna dans le silence glacé de la forêt. La créature tourna brusquement la tête, et Peter vit clairement son visage, une mâchoire puissante garnie de crocs, un pelage sombre qui semblait luire sous la lumière de la lune, et ses yeux rouges brûlants, emplis de rage et de douleur. Ce qu'il vit alors le figea d'effroi. Derrière l'apparence bestiale de la bête, il crut reconnaître un détail familier, un médaillon en argent suspendu autour de son cou. C'était celui de Lars. Peter comprit l'impensable, son frère était le loup-garou. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. La bête bondit dans sa direction avec une rapidité effrayante. Par réflexe, Peter leva la lanterne devant lui. La flamme vacillante sembla effrayer la créature, qui recula en grognant. Profitant de cet instant, Peter courut aussi vite que possible, sa respiration formant des nuages dans l'air glacial. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint la ferme. Il verrouilla la porte derrière lui et s'effondra sur le sol, tremblant de tout son corps. La nuit sembla interminable. Dehors, il entendait des bruits étranges, des griffures contre les murs de la ferme, des hurlements lointains, et parfois, le son d'un souffle lourd près des fenêtres. Mais lorsque l'aube se leva, tout redevint silencieux. Le lendemain, Lars réapparut à la ferme, l'air fatigué et hagard. Ses vêtements étaient en lambeaux, et il portait des blessures profondes, comme s'il avait été attaqué par des bêtes sauvages. Peter, trop terrifié pour confronter son frère, n'en parla pas tout de suite. Mais il commença à observer Lars de plus près, remarquant son comportement de plus en plus étrange. Il disparaissait les nuits de pleine lune, revenait couvert de sang ou avec des vêtements déchirés, et évitait tout contact avec les habitants du village. Peter décida alors de chercher de l'aide. Il consulta un vieil homme connu pour ses connaissances en folklore et en superstition. Celui-ci écouta son récit avec gravité et déclara : « Si ton frère est vraiment un loup-garou, il est maudit. La seule façon de briser cette malédiction est de le blesser avec une arme en argent. Mais attention, si tu échoues, il te tuera. » La nuit suivante, alors que la pleine lune brillait à nouveau, Peter se prépara. Il fit fondre un ancien crucifix en argent pour en fabriquer une lame. Puis, armé de son couteau, il attendit près de la forêt. Comme il s'y attendait, Lars disparut dans la nuit. Peu après, le hurlement strident retentit à nouveau, et Peter vit la créature surgir des ombres. Cette fois, il n'avait pas l'intention de fuir. Lorsque le loup-garou bondit vers lui, Peter roula sur le côté et planta la lame dans le flanc de la bête. Un cri déchirant s'éleva, mélange de douleur et de rage. La créature recula, tituba, puis s'effondra au sol. Sous les rayons de la lune, son corps commença à se transformer. Le pelage disparut, les griffes redevinrent des doigts humains, et bientôt, Peter vit son frère gisant là, le couteau encore planté dans son corps. Lars, dans un dernier souffle, murmura « Merci. Je ne pouvais plus vivre comme ça. » Puis il ferma les yeux pour toujours. Peter, dévasté, ramena le corps de son frère à la ferme et l'enterra près de leur maison. Depuis ce jour, il n'a jamais raconté l'histoire à quiconque, mais les habitants du village remarquent qu'il évite la forêt et que son regard est toujours hanté, comme s'il portait un lourd secret. Cependant, certains disent que l'histoire ne s'est pas terminée ce soir-là. Les nuits de pleine lune, des chasseurs affirment entendre encore des hurlements dans la forêt. D'autres prétendent avoir vu une silhouette massive, mi-homme, mi-loup, rôder entre les arbres. Peut-être que la malédiction n'a pas été complètement levée. Peut-être qu'une partie de Lars continue de hanter les lieux, incapable de trouver la paix. La forêt de Putzbach, entre Esch-sur-Sûre et Edersheim, est un lieu où la lumière du jour peine à pénétrer. Ces arbres anciens, aux troncs tordus et noueux, forment une voûte oppressante. Mais ce ne sont pas seulement les ténèbres naturelles qui effraient les habitants, c'est l'histoire d'un fantôme, celui d'un soldat mort depuis longtemps, qui entrait encore ces bois. La légende remonte à la période des guerres napoléoniennes, lorsque l'Europe était déchirée par les conflits.
Un jeune soldat français, nommé Étienne, faisait partie d'un détachement chargé de traverser le Luxembourg pour rejoindre une bataille plus à l'est. Leur route les mena à travers Putzbach, un raccourci stratégique mais dangereux, connu pour ses terrains escarpés et ses embuscades fréquentes. Une nuit, alors que le détachement campait au cœur de la forêt, une attaque éclata. Des éclaireurs ennemis, profitant de l'obscurité, assaillirent le camp par surprise. Étienne, blessé lors des premières minutes de l'affrontement, tenta de fuir, mais ses forces l'abandonnèrent rapidement. Il trouva refuge derrière un arbre massif, espérant que l'obscurité le protégerait. Cependant, ses ennemis le traquaient sans relâche. Étienne, affaibli par sa blessure, fut finalement découvert. La légende raconte que, bien qu'ayant levé les mains en signe de reddition, il fut exécuté froidement. Ces derniers mots, un cri désespéré pour sa mère, résonnèrent dans la forêt avant que le silence ne retombe. Depuis ce jour, des phénomènes étranges ont été rapportés dans la forêt de Putzbach, surtout les nuits où la brume enveloppe les arbres. Les habitants des villages environnants parlent d'un homme en uniforme d'époque, errant entre les troncs. Ses traits sont flous, comme s'il n'était qu'une ombre, mais son regard vide et triste glace le sang de ceux qui le croisent. D'autres racontent entendre des bruits de bottes marchant sur les feuilles mortes, ou un cri lointain qui semble se perdre dans les vents nocturnes. L'une des rencontres les plus célèbres eut lieu au début du XXe siècle, lorsqu'un bûcheron du village voisin se rendit dans la forêt avant l'aube. Il avait entendu parler du fantôme, mais il n'y croyait pas. Alors qu'il abattait un arbre, il sentit soudain une présence derrière lui. En se retournant, il aperçut une silhouette pâle, vêtue d'un uniforme ancien, le regard fixe et accusateur. Paralysé par la peur, le bûcheron recula, mais la silhouette ne bougea pas. Puis, dans un murmure presque inaudible, elle prononça « Pourquoi suis-je encore ici ?» Le bûcheron, bouleversé, laissa tomber sa hache et s'enfuit. Lorsqu'il revint plus tard avec des compagnons, la silhouette avait disparu. Mais l'arbre qu'il avait commencé à abattre portait une marque étrange, comme une trace de main ensanglantée. Les chasseurs et les promeneurs qui osent s'aventurer dans cette forêt rapportent également d'autres phénomènes inexpliqués. Les montres et les téléphones cessent parfois de fonctionner à certains endroits. Des bruits de pas suivent ceux qui s'égarent, bien qu'il n'y ait personne à proximité. Et certains disent qu'un sentiment inexplicable de tristesse les envahit, comme s'ils ressentaient la douleur et le désespoir d'un homme mort depuis des siècles. Un groupe de chercheurs en paranormal, fascinés par l'histoire, décida d'enquêter dans la forêt. Ils passèrent une nuit entière à filmer et à enregistrer des sons. Leurs appareils capturèrent des bruits de pas, des chuchotements indistincts, et à un moment, un cri étouffé qui semblait venir de très loin. Mais l'événement le plus marquant fut lorsqu'un des membres vit une silhouette entre les arbres, portant ce qui ressemblait à un tricorne, le type de chapeau souvent porté par les soldats napoléoniens. Lorsqu'il s'approcha, la silhouette disparut, ne laissant derrière elle qu'une brume dense et une sensation glaciale. La forêt de Putzbach est aujourd'hui un lieu que beaucoup évitent après la tombée de la nuit. Les rares visiteurs nocturnes qui s'y rendent par bravade ou curiosité rapportent des récits similaires. Mais pour ceux qui vivent près de ces bois, le fantôme du soldat n'est pas seulement une légende, c'est un rappel de l'horreur des guerres et de la douleur des âmes perdues. Dans les forêts brumeuses près de la frontière belgo-luxembourgeoise, une légende hante depuis des générations les habitants des villages l'environnant. Elle parle d'un garde-frontière, un homme intègre et loyal, assassiné par des contrebandiers, dont l'esprit errait encore dans les bois, incapable de trouver le repos. L'histoire se déroule au début du XIXe siècle, une époque où le commerce illégal prospérait le long des frontières. Les contrebandiers, transportant alcool, tabac ou autres marchandises prohibées, utilisaient les vastes forêts pour échapper aux douaniers. Parmi ces derniers, il y avait un jeune garde-frontière nommé Karl Müller. Karl, réputé pour sa droiture et son courage, patrouillait chaque nuit, armé seulement d'une vieille lampe à huile et d'un fusil. Un soir d'automne, alors qu'une brume épaisse enveloppait la forêt, Karl reçut des informations sur une activité suspecte près d'une petite clairière. Déterminé à protéger son territoire, il s'aventura seul dans les bois. La nuit était glaciale, et seuls les craquements de branches sous ses bottes troublaient le silence oppressant. Lorsqu'il atteignit la clairière, il aperçut plusieurs silhouettes s'activant autour de l'oursac.
Il comprit immédiatement qu'il s'agissait de contrebandiers. Tentant de les surprendre, il cria « Halte ! Au nom de la loi, déposez vos marchandises !» Mais les hommes, pris de panique, ne se rendirent pas. L'un d'eux, armé d'un poignard, bondit sur Karl. Bien que le garde-frontière se défendît vaillamment, il fut rapidement submergé. Les contrebandiers, craignant d'être capturés, décidèrent de se débarrasser de lui. Ils traînèrent son corps jusqu'à une clairière plus profonde et l'enterrèrent à la hâte sous un amas de feuilles et de terre. Cependant, avant de mourir, Karl lança une dernière prière, que justice soit faite, même après ma mort. Ce serment, semble-t-il, lia son esprit à ces bois pour l'éternité. Le lendemain, lorsque ses collègues ne le virent pas revenir, ils organisèrent une recherche. Mais malgré leurs efforts, Karl resta introuvable. Avec le temps, il fut oublié, sauf par sa famille et quelques villageois qui murmuraient que son esprit ne trouverait jamais le repos. Peu après sa disparition, des événements étranges commencèrent à se produire dans la forêt. Les contrebandiers qui s'aventuraient dans les environs rapportaient voir une silhouette spectrale portant une lampe vacillante, se déplaçant silencieusement entre les arbres. Certains prétendaient entendre une voix grave chuchoter « Justice !» avant qu'un vent glacial ne les force à fuir. Un incident célèbre eut lieu une décennie plus tard. Un groupe de bûcherons, travaillant non loin de la clairière où Karl aurait été enterré, rapporta avoir vu une lampe s'approcher d'eux dans la brume. Pensant qu'il s'agissait d'un collègue, ils appelèrent. Mais lorsque la lumière s'approcha, ils virent qu'elle était tenue par un homme pâle, au visage figé dans une expression de douleur, son uniforme en lambeaux. Avant qu'il ne puisse réagir, la lumière s'éteignit et l'homme disparut. Les rumeurs attirèrent l'attention d'un historien local, qui, intrigué par les récits, décida de mener une enquête. En fouillant les archives, il découvrit l'histoire de Karl Müller et de sa disparition. Il visita la forêt avec l'aide d'un guide local et prétendit avoir ressenti une présence étrange près de la clairière. Le guide, plus superstitieux, refusa d'aller plus loin, mais l'historien continua seul. Il ne revint jamais. Depuis, la légende du garde-frontière a gagné en ampleur. Les chasseurs et les promeneurs qui s'égarent dans la forêt rapportent des phénomènes similaires, une lumière vacillante dans la brume, des bruits de pas derrière eux, ou une sensation oppressante, comme si un regard invisible pesait sur leurs épaules. Ceux qui osent rester plus longtemps dans la clairière affirment entendre des murmures « Où est la justice ? Où est ma paix ?» Les habitants des villages voisins conseillent de ne pas s'aventurer seuls dans cette forêt, surtout les nuits de brume. Ils disent que Karl Müller continue de patrouiller, cherchant encore les hommes qui l'ont tué ou quelqu'un capable de faire éclater la vérité. Et si vous croisez une lumière dans la brume, n'essayez pas de la suivre. Car le garde-frontière ne distingue plus les innocents des coupables, et son esprit, consumé par la vengeance, pourrait vous emmener là où vous ne reviendrez jamais. Certains pensent que la seule manière de libérer Karl serait de retrouver son corps et de lui offrir une sépulture décente. Mais qui oserait s'aventurer dans cette forêt hantée pour accomplir une telle tâche? La question reste ouverte, et l'âme de Karl Müller continue d'errer, attendant que justice soit rendue. Dans les profondeurs de la forêt de Putzbach, un lieu déjà chargé de mystère, se joue une tragédie qui, selon la légende, ne connaît pas de fin. On raconte que deux chevaliers, liés par la haine et la vengeance, s'affrontent encore et encore dans un duel éternel, leurs âmes tourmentées incapables de quitter ce monde. La forêt, dense et souvent enveloppée de brume, semble elle-même porter le poids de leur affrontement. Cette légende remonte à l'époque médiévale, lorsque les seigneurs locaux se disputaient les terres et les alliances. Deux chevaliers, sœur Reinhardt et sœur Alaric, autrefois amis proches, devinrent les protagonistes d'une querelle sanglante. Leur rivalité naquit d'une trahison. Reinhardt, convaincu qu'Alaric avait volé son héritage et la femme qu'il aimait, jura de se venger. Alaric, de son côté, considérait Reinhardt comme un homme amer et jaloux, incapable de se réjouir de son bonheur. La tension entre eux atteignit son paroxysme lors d'un banquet organisé par un seigneur voisin. Devant une assemblée de nobles, Reinhardt accusa Alaric de déshonneur et le défia publiquement. La tradition exigeait que les querelles d'honneur soient réglées par le duel, et c'est ainsi que les deux hommes fixèrent un rendez-vous à l'aube, dans une clairière au cœur de la forêt de Putzbach.
Le matin venu, les deux chevaliers, accompagnés de leurs écuyers, se retrouvèrent dans la clairière baignée par la lumière froide du lever du soleil. Reinhardt, vêtu d'une armure sombre, représentait la colère et la vengeance. Alaric, en armure blanche, incarnait la fierté et la détermination. Le duel débuta, et les deux hommes, montés sur leurs puissants destriers, chargèrent l'un contre l'autre, leurs lances pointées. Le premier assaut fut brutal, mais aucun des deux chevaliers ne fut désarçonné. Ils continuèrent à s'affronter, abandonnant leurs lances pour des épées. Le métal résonnait dans la forêt, et les cris de guerre des deux hommes semblaient réveiller les échos des arbres. Le combat dura des heures, jusqu'à ce que Reinhardt, dans un mouvement désespéré, parvienne à planter son épée dans le cœur d'Alaric. Celui-ci, mortellement blessé, murmura avec son dernier souffle, « Je te maudis, Reinhardt. Tu ne connaîtras jamais la paix, pas plus que moi. » Reinhardt, blessé et épuisé, quitta la clairière, mais la malédiction d'Alaric le suivit. Quelques jours plus tard, il mourut mystérieusement, probablement empoisonné par un ennemi ou consumé par ses propres remords. Mais leur querelle ne s'arrêta pas avec leur mort. Peu de temps après, les habitants des villages environnants commencèrent à rapporter des phénomènes étranges. La nuit, ils entendaient des bruits de sabots galopant dans la forêt, accompagnés par le fracas d'épées. Certains racontaient avoir vu deux cavaliers fantomatiques s'affronter sous la lumière de la lune. L'un portait une armure noire, l'autre une armure blanche, leurs lames éthérées émettant une lueur sinistre. Leur duel semblait se répéter sans fin, comme une tragédie figée dans le temps. Une nuit, un marchand, égaré dans la forêt, prétendit avoir vu les deux fantômes. Il raconta qu'il s'était caché derrière un arbre pour les observer. Reinhardt, toujours rempli de rage, lançait des coups brutaux, tandis qu'Alaric, malgré ses blessures, ripostait avec une détermination implacable. Le marchand tenta de fuir, mais avant qu'il ne quitte la clairière, l'un des cavaliers, il ne pouvait dire lequel, tourna la tête vers lui. Le regard vide et incandescent qu'il croisa le hanta pour le restant de ses jours. Au fil des siècles, la légende du duel éternel attira des curieux et des chasseurs de fantômes. Certains, armés de lanternes et de courage, s'aventurèrent dans la forêt à minuit, espérant assister à ce spectacle spectral. Beaucoup revinrent bredouilles, mais quelques-uns rapportèrent des récits troublants, des ombres mouvantes dans la brume, le bruit distinct de sabots frappant le sol, ou un cri lointain, chargé de désespoir. Un historien, fasciné par la légende, décida d'enquêter sur les origines du conflit entre Reinhardt et Alaric. Il trouva des documents anciens relatant leur duel, mais également des témoignages étranges de l'époque, suggérant que des phénomènes surnaturels avaient commencé dès leur mort. Pourtant, après avoir passé plusieurs nuits dans la clairière, il disparut sans laisser de traces. Aujourd'hui, la forêt de Putzbach reste un lieu évité par les habitants, surtout après la tombée de la nuit. La clairière où aurait eu lieu le duel est connue sous le nom de « l'arène des âmes ». Les anciens conseillent aux visiteurs de ne pas s'y aventurer, car ils croient que les âmes de Reinhardt et d'Alaric sont toujours liées par leur haine, cherchant peut-être à attirer d'autres victimes dans leur tragédie sans fin. À l'ouest du Luxembourg, près du village paisible d'Oberpallen, se trouve un vieux cimetière entouré de légendes sombres. Isolé au sommet d'une colline, ce lieu de repos éternel est envahi par une atmosphère lourde et oppressante, surtout lorsque la nuit tombe. On raconte que les âmes qui y reposent ne sont pas toutes en paix. Depuis des siècles, des habitants rapportent avoir vu des ombres mouvantes entre les tombes, entendu des chuchotements dans le vent, et aperçu des lumières étranges flotter au-dessus des pierres tombales. L'histoire du cimetière hanté remonte à la fin du XVIIe siècle, une période où Oberpallen n'était qu'un hameau modeste entouré de vastes champs et forêts. À cette époque, une série de disparitions inexpliquées frappa le village. Des enfants, des jeunes femmes et même des hommes robustes disparurent sans laisser de traces. Les villageois, terrifiés, en vinrent à accuser une vieille femme, Margareta, connue pour vivre seule en marge de la communauté et pratiquer des rituels étranges. Un soir, Margareta fut capturée par une foule en colère. Sans procès ni preuve, elle fut déclarée sorcière et pendue près du cimetière. Avant de mourir, elle lança une malédiction, « Je ne quitterai jamais ce lieu, et ma vengeance entra vos âmes et celles de vos descendants. » Peu après sa mort, les disparitions cessèrent.
Mais la paix ne dura pas. Des phénomènes étranges commencèrent à se produire dans le cimetière. Les premières histoires rapportèrent des bruits inexplicables, des pierres tombales qui semblaient être frappées, des pleurs lointains, et le son distinct d'un souffle froid, comme si une présence invisible surveillait les visiteurs. Puis, au fil des années, les récits devinrent plus terrifiants. Une nuit de pleine lune, un fossoyeur nommé Wilhelm, qui travaillait tard pour creuser une tombe, vit une lumière pâle flotter entre les tombes. Pensant que c'était un visiteur avec une lanterne, il s'approcha, mais la lumière s'éteignit soudainement. À cet instant, il sentit une main glaciale se poser sur son épaule. En se retournant, il ne vit rien. Terrifié, il quitta précipitamment le cimetière, abandonnant ses outils derrière lui. Le lendemain, ses collègues les retrouvèrent disposés en croix, comme un avertissement. Un autre événement marquant se produisit au début du XXe siècle. Un groupe de jeunes du village, défiant les avertissements de leurs aînés, décida de passer la nuit dans le cimetière pour prouver que les histoires étaient fausses. Ils s'installèrent près de la grande croix centrale et commencèrent à boire et à plaisanter. Vers minuit, le vent se leva soudainement, et une brume dense envahit le cimetière. Les rires s'arrêtèrent lorsque l'un des jeunes cria « Regardez !» Devant eux, une silhouette sombre émergeait de la brume. Elle semblait flotter, et bien qu'elle n'ait pas de visage visible, une aura de pur émanait d'elle. Terrifiés, les jeunes prirent la fuite, mais l'un d'eux trébucha et tomba. Lorsqu'il se releva, il vit une empreinte de main sur son bras, comme si quelque chose l'avait saisi. Pendant des semaines, il fut hanté par des cauchemars et finit par quitter le village. Les anciens d'Oberpallen attribuèrent ces événements à l'esprit de Margaretha, mais d'autres croient que le cimetière est devenu un portail vers un autre monde, où les âmes tourmentées et les entités malveillantes peuvent se manifester. Des prêtres furent appelés pour bénir le lieu, mais cela ne sembla qu'aggraver les choses. Une nuit, après une tentative de purification, un incendie inexpliqué détruisit une partie des archives de l'église voisine. Certains virent dans cet événement un signe clair que l'esprit de Margaretha refusait d'être apaisé. Aujourd'hui, le cimetière d'Oberpallen attire autant les curieux que les sceptiques. Les visiteurs rapportent encore des expériences étranges, des sensations de froid soudaines, des murmures qu'ils ne peuvent expliquer, et des ombres qui semblent les suivre du coin de l'œil. Une légende locale dit que si vous laissez une bougie allumée sur une tombe et qu'elle s'éteint sans raison, c'est que l'âme de Margaretha vous a remarqué. Les habitants, cependant, évitent le cimetière, surtout la nuit. Ils conseillent aux étrangers de ne pas trop s'attarder et de respecter les tombes, car ils croient que quiconque perturbe le repos des morts pourrait attirer leur colère. Et si jamais, par un sombre hasard, vous entendez des pas derrière vous en visitant le cimetière, surtout, ne vous retournez pas. Car ce que vous pourriez voir ne vous laisserait jamais repartir indemne. Perché sur une colline, entouré de forêts profondes et de légendes anciennes, le château de Hohenfeld domine la vallée comme un gardien silencieux. Mais derrière ses murailles imposantes et son allure majestueuse se cache une histoire sombre, celle d'un trésor maudit, perdu depuis des siècles, qui a coûté la vie à tous ceux qui ont tenté de le trouver. L'histoire commence au XIVe siècle, lorsque le seigneur Albrecht von Hohenfeld, un homme paranoïaque et avide de pouvoir, régnait sur le château. Obsédé par l'idée que ses ennemis pourraient s'emparer de ses richesses, il ordonna que son or, ses pierres précieuses et ses artefacts les plus précieux soient cachés dans une chambre secrète sous les fondations du château. Pour s'assurer que personne d'autre que lui ne connaisse l'emplacement exact, il fit exécuter les ouvriers qui avaient creusé la cachette. Mais Albrecht, malgré sa richesse, était craint et haï, même par sa propre famille. Lorsqu'il mourut subitement, certains disent empoisonné par son propre fils, sa cachette resta introuvable. Sur son lit de mort, il aurait murmuré une malédiction, « Mon trésor ne sera jamais trouvé, et ceux qui oseront le chercher connaîtront mon désespoir éternel. » Des années plus tard, la légende du trésor maudit attira des chercheurs de fortune. Certains racontaient que des bruits de chaînes et des murmures inexplicables résonnaient dans les couloirs du château la nuit. D'autres prétendaient avoir vu une silhouette spectrale rôder près des souterrains, portant une armure ancienne et des yeux rouges brillants. On disait que c'était le fantôme d'Albrecht, veillant jalousement sur son trésor. L'un des récits les plus célèbres est celui d'un groupe d'explorateurs au début du XIXe siècle. Attirés par les récits d'un trésor caché,
ils passèrent plusieurs semaines à fouiller le château, bravant les avertissements des habitants. Une nuit, alors qu'ils creusaient près des fondations, ils tombèrent sur une porte en pierre scellée. En brisant le sceau, ils découvrirent une salle remplie de coffres et d'objets scintillants sous la lueur de leurs lanternes. Mais leur triomphe fut de courte durée. L'air devint glacial, et un grondement sourd émanant des murs fit trembler le sol. Avant qu'ils ne puissent réagir, l'un des explorateurs hurla, affirmant qu'une main invisible l'avait saisi. Les lanternes vacillèrent, et dans l'obscurité, ils virent une silhouette imposante se dresser dans l'ombre, son armure émettant une lueur sinistre. Terrifiés, ils prirent la fuite, abandonnant tout derrière eux. Seul un des membres du groupe revint au village, le visage pâle et les mains tremblantes. Il raconta ce qu'ils avaient vu, mais ses explications furent confuses. Quelques jours plus tard, il tomba gravement malade et mourut dans un état de délire, répétant sans cesse « Ne touchez pas à l'or. Il nous regarde ». Depuis lors, le château de Hohenfels est considéré comme maudit. Même les visiteurs les plus courageux hésitent à s'approcher des sous-sols, où des bruits étranges et des échos inexpliqués continuent de se faire entendre. Certains prétendent que les ombres elles-mêmes semblent se mouvoir, observant les intrus. D'autres racontent avoir aperçu un homme en armure près des escaliers, son regard incandescent et perçant. Une autre histoire terrifiante date des années 1950, lorsque des travaux de rénovation furent entrepris au château. Les ouvriers, en creusant près des fondations, découvrirent une ancienne pièce scellée. Cependant, avant même de l'ouvrir, plusieurs d'entre eux rapportèrent des sensations étranges, une pression oppressante dans leur poitrine, des murmures indistincts, et un froid glacial, malgré la chaleur estivale. Effrayés, ils abandonnèrent les travaux, et la pièce fut laissée intacte. Aujourd'hui, les ruines du château de Hohenfels attirent des visiteurs intrigués par la légende du trésor. Les habitants du village voisin avertissent cependant les curieux, n'essayez pas de trouver le trésor. Albrecht von Hohenfels veille toujours, et sa malédiction est réelle. Certains chasseurs de fantômes, fascinés par les récits, se sont aventurés dans les sous-sols avec des équipements modernes. Plusieurs vidéos et enregistrements audio capturèrent des phénomènes inexplicables, des fluctuations étranges dans les champs magnétiques, des bruits de chaînes, et une voix gutturale murmurant ce qui semblait être des avertissements en vieil allemand. Si vous visitez Hohenfels et que vous sentez un froid inexplicable ou entendez des bruits qui ne devraient pas être là, ne cherchez pas à comprendre. Car dans ces murs anciens, la malédiction d'Albrecht reste vivante, et son trésor, bien qu'alléchant, pourrait être le dernier secret que vous ne dévoilerez jamais. Près du petit village d'Altozan, à quelques kilomètres d'Esch-sur-Sûre, une étrange légende a traversé les âges. Elle parle de nains, de petites créatures secrètes qui habitaient les souterrains des collines environnantes. Mais contrairement aux contes enfantins où les nains sont souvent des figures joyeuses et travailleuses, ceux d'Altozan étaient des gardiens de la terre, mystérieux et méfiants envers les humains. Les anciens du village racontent que, jadis, ces nains vivaient en harmonie avec les habitants. Ils travaillaient en secret, sculptant les rochers pour créer des galeries souterraines parfaites, et aidaient parfois les fermiers en leur laissant des offrandes. Un sac de grains supplémentaire dans une grange, une hache affûtée laissée près d'une pile de bois, ou un seau d'eau fraîche au bord d'un champ étaient autant de cadeaux silencieux que les villageois attribuaient à ces petits êtres. Mais il y avait une règle, personne ne devait jamais chercher à voir ou à interagir avec les nains. Leur anonymat était sacré, et tout villageois qui enfreignait cette règle risquait de perdre leur bienveillance à jamais. L'histoire la plus célèbre concernant les nains d'Altozan remonte au XVIIe siècle. Un fermier du nom de Klaus, connu pour sa curiosité insatiable et son manque de respect pour les traditions, décida qu'il était temps de percer le mystère des nains. Une nuit, il se cacha près d'un champ où il avait remarqué des signes de leur passage, des outils déplacés et des traces minuscules dans la boue. À la lueur de la lune, il vit un groupe de petites silhouettes émergeant de la forêt. Les nains portaient des habits sombres, leurs visages cachés sous des capuches. Ils se déplaçaient avec une précision silencieuse, déposant quelque chose dans le champ avant de repartir vers une entrée de grotte dissimulée dans les collines. Klaus, incapable de résister à sa curiosité, les suivit discrètement. Lorsque les nains atteignirent la grotte, ils s'arrêtèrent brusquement. Klaus, pensant être invisible, ignorait qu'ils avaient des sens aiguisés bien au-delà de ceux des humains.
l'un des nains se retourna lentement, dévoilant un visage ancien et ridé, avec des yeux perçants comme des braises. Avant que Klaus ne puisse réagir, une voix grave résonna, « Tu as rompu le pacte, humain. » Klaus se sentit figé, incapable de bouger ou de parler. Les nains le regardèrent un instant, puis disparurent dans la grotte. Lorsque Klaus retrouva ses esprits, il réalisa que l'entrée de la grotte avait disparu, comme si la terre l'avait englouti. Rentrant chez lui, il trouva son champ, autrefois fertile, complètement stérile. Ses récoltes pourrirent, et ses animaux tombèrent malades. Klaus vécut le reste de ses jours dans la misère, hanté par le souvenir des yeux des nains. Depuis cette nuit-là, les nains cessèrent de faire leurs offrandes aux villageois. Les galeries qu'ils avaient creusées furent scellées, et plus jamais on ne vit leur présence dans les environs. Les habitants, craignant leur colère, évitèrent les collines et laissèrent des offrandes à l'entrée des grottes pour apaiser ces êtres mystérieux. Avec le temps, la légende des nains d'Althozan se transforma en avertissement. Les parents disaient à leurs enfants, « Respecte la nature et les esprits qui y vivent, ou tu subiras leur courroux. » Mais certains, comme les explorateurs modernes, ne prenaient pas ces histoires au sérieux. Dans les années 1990, un groupe de spéléologues décida d'explorer les collines autour d'Althozan, espérant découvrir des grottes cachées. Ils trouvèrent effectivement une entrée scellée, presque imperceptible sous les racines d'un grand arbre. Avec des outils modernes, ils réussirent à l'ouvrir. À l'intérieur, ils découvrirent un réseau de tunnels parfaitement sculptés, comme si une main invisible avait travaillé la roche. Cependant, au bout de quelques minutes, leurs lampes vacillèrent, et une étrange brume envahit la grotte. Ils entendirent des murmures indistincts, comme si une foule chuchotait tout autour d'eux. Terrifiés, les spéléologues quittèrent précipitamment les lieux. Certains affirment que, depuis cette nuit, les collines semblent animées d'une vie propre. Les appareils électroniques cessent de fonctionner, des ombres mouvantes apparaissent au crépuscule, et un sentiment oppressant enveloppe quiconque s'approche trop près. Aujourd'hui, les grottes sont introuvables, comme si elles s'étaient refermées d'elles-mêmes. Les habitants d'Althozan conseillent aux visiteurs de ne pas chercher à réveiller ceux qui dorment sous les collines. Car, bien que les nains aient disparu, leur colère pourrait encore rôder, et personne ne veut être la prochaine victime de leur vengeance. Dans les vallées du Luxembourg, là où les rivières serpentent entre collines et villages paisibles, une légende persiste depuis des siècles, celle du Kropman, une créature mystérieuse et terrifiante qui habiterait les eaux sombres. On dit que le Kropman guette les imprudents, surtout les enfants, pour les entraîner dans les profondeurs, où ils disparaissent à jamais. L'origine de cette légende remonte à une époque reculée, bien avant que les terres luxembourgeoises ne soient pleinement civilisées. Les villageois, dépendant des rivières pour leur survie, leur attribuaient un pouvoir presque sacré. Mais avec ce pouvoir venait d'une peur ancestrale, celle d'un esprit ou d'un gardien des eaux, capable de punir ceux qui ne respectaient pas son domaine. Le Kropman est décrit comme une créature à moitié humaine, à moitié aquatique. Sa peau, rugueuse et couverte d'algues, lui permet de se fondre dans l'eau. Ses longs doigts griffus glissent silencieusement sous la surface, prêts à saisir quiconque s'approche trop près. Mais ce qui terrifie le plus, ce sont ses yeux, deux orbes pâles, presque luminescents, qui semblent voir au-delà de l'obscurité. L'histoire la plus célèbre liée au Kropman se déroule dans le village d'Ettelbruck, au début du XVIIIe siècle. Un été particulièrement chaud avait asséché les champs, et les villageois, désespérés, s'étaient tournés vers la rivière voisine pour puiser de l'eau. Parmi eux se trouvait un jeune garçon nommé Lucas, connu pour être curieux et un peu téméraire. Un soir, alors que les adultes s'étaient retirés pour la nuit, Lucas décida d'aller seul à la rivière pour observer les poissons. Il s'assit sur une pierre plate, les pieds plongés dans l'eau fraîche, et lança des cailloux pour troubler la surface. Mais alors qu'il regardait les cercles s'étendre, il sentit quelque chose frôler sa cheville. Pensant à un poisson, il ignora la sensation. Mais soudain, une main glaciale surgit de l'eau et saisit son pied avec une force terrifiante. Lucas cria, se débattant de toutes ses forces. Mais le Kropman était implacable. Le garçon fut traîné vers l'eau, ses hurlements se perdant dans la nuit. Au matin, les villageois trouvèrent ses empreintes menant à la rivière, mais aucune trace de lui.
Ce fut la première disparition attribuée au Cropman, mais certainement pas la dernière. Les années suivantes, d'autres enfants disparurent mystérieusement près des cours d'eau. Certains habitants rapportèrent avoir vu une silhouette étrange, flottant juste sous la surface, ou entendu des murmures dans une langue incompréhensible provenant des profondeurs. La peur grandit, et les villageois instituèrent des règles strictes. Personne ne devait s'approcher seul de la rivière, surtout après le coucher du soleil. Un soir, un pêcheur du village, Herman, décida de braver les interdits. Frustré par sa mauvaise pêche, il resta près de l'eau jusqu'à la nuit tombée. Alors qu'il tirait ses filets, il sentit une résistance inhabituelle. Pensant avoir attrapé un gros poisson, il tira de toutes ses forces. Mais ce qui émergea de l'eau le glaça de terreur, une main noire et écailleuse, agrippée à son filet. Herman lâcha tout et recula précipitamment. Mais avant qu'il ne puisse fuir, il vit le visage du Cropman percer la surface, une tête allongée, aux traits déformés, avec une bouche garnie de dents aiguisées. La créature le fixa de ses yeux lumineux, et Herman s'évanouit sur place. On le retrouva le lendemain matin, délirant, près de la rive. Il ne parla plus jamais de ce qu'il avait vu, mais ses cheveux avaient blanchi, comme s'il avait vieilli de plusieurs décennies en une nuit. Depuis ce jour, la peur du Cropman s'installa durablement dans la région. Les anciens du village conseillent toujours aux enfants de ne pas jouer près de l'eau et de respecter la rivière, car le Cropman veille. Certains laissent même des offrandes, des morceaux de pain ou des objets en bois près des berges, espérant apaiser la créature. Plus récemment, des enquêteurs du paranormal se sont rendus à Ettelbruck pour explorer la légende. En utilisant des équipements modernes, ils captèrent des bruits étranges, des clapotis sans source visible, des murmures inintelligibles, et même, à un moment donné, une ombre se déplaçant sous l'eau. Bien qu'aucune preuve définitive n'ait été apportée, leur expérience ne fit qu'alimenter les récits. Aujourd'hui encore, le Cropman reste une figure centrale du folklore luxembourgeois. Certains le considèrent comme une fable pour effrayer les enfants, tandis que d'autres croient fermement en son existence. Mais une chose est sûre, si vous visitez les rivières du Luxembourg et que vous entendez un murmure ou sentez une présence dans l'eau, prenez garde. Car le Cropman pourrait être tout près, prêt à vous saisir et à vous entraîner dans son royaume aquatique, où nul ne revient jamais. Dans le nord du Luxembourg, près du village de Weiswampach, un étrange phénomène fascine et terrifie les habitants depuis des siècles. La région, connue pour ses vastes paysages boisés et ses lacs paisibles, est également le théâtre d'une légende inquiétante. On raconte que des lumières dansantes, appelées les « lucioles des morts », apparaissent la nuit, errant au-dessus des marais et des champs. Ces lumières, selon les anciens, ne sont pas des lucioles ou des feux follets, mais les âmes perdues de voyageurs morts tragiquement dans la région. L'histoire des lumières de Weiswampach remonte au Moyen Âge, à une époque où les routes étaient peu sûres et les marais encore plus dangereux. Une légende en particulier raconte la tragédie d'un groupe de marchands itinérants qui tentaient de traverser les bois pour rejoindre une foire dans un village voisin. C'était une nuit sombre, sans lune, et le chemin, bordé de marécages traîtres, était presque invisible. Selon les récits, le chef du groupe, pressé d'arriver avant l'aube, décida de couper à travers les marais malgré les avertissements de ses compagnons. À peine avait-il parcouru quelques centaines de mètres que la charrette s'embourba, et le silence de la nuit fut brisé par un cri, l'un des marchands venait de disparaître sous les eaux. Affolés, les autres tentèrent de le sauver, mais en vain. Un à un, ils furent avalés par le marécage. Les corps ne furent jamais retrouvés. Depuis cette nuit, les habitants de Weiswampach racontent que les âmes des marchands errent dans la région, leur malédiction prenant la forme de lumières dansantes. Ces lumières, parfois blanches, parfois rougeâtres, apparaissent surtout par temps de brume, flottant silencieusement au-dessus des champs et des marais, comme si elles cherchaient à guider les voyageurs vers le même destin tragique. Une nuit, un fermier du village, Jacob, connut une expérience qui alimenta encore davantage la légende. Il revenait de la taverne, légèrement éméché, lorsqu'il aperçut une lumière vacillante dans un champ voisin. Pensant qu'un autre fermier travaillait tard, il décida de s'en approcher pour lui parler. Mais à mesure qu'il avançait, la lumière semblait reculer, l'entraînant toujours plus loin du chemin principal. Jacob finit par se retrouver au bord d'un marécage.
C'est alors que la lumière s'arrêta net, suspendue dans l'air comme une étoile brillante. Curieux, il tendit la main, mais la lumière disparut brusquement, et le sol sous ses pieds s'effondra. Il s'enfonça dans la boue glacée, criant à l'aide. Par chance, 2 chasseurs qui passaient à proximité entendirent ses appels et le sauvèrent de justesse. Jacob, tremblant et couvert de boue, jura que la lumière avait tenté de l'attirer dans le marécage pour le tuer. Cet incident renforça la croyance que les lumières de Waiswampak étaient maléfiques. Les villageois commencèrent à éviter les marais la nuit, laissant même des offrandes au bord des champs pour apaiser les âmes errantes. Du pain, du lait, et parfois des pièces de monnaie étaient déposées près des croix en bois érigées aux abords des marécages. Au fil des ans, des récits similaires émergèrent. Un couple de promeneurs prétendit avoir vu plusieurs lumières se rassembler au-dessus du lac, formant une sorte de cercle avant de disparaître dans l'eau. Un chauffeur de charrette rapporta qu'une lumière l'avait suivi pendant plusieurs kilomètres, ne disparaissant que lorsqu'il atteignit le village. Et un jeune garçon, parti chercher son chien au crépuscule, revint en courant, jurant avoir entendu des murmures près des lumières, comme si elles appelaient son nom. Dans les années 1980, un groupe de scientifiques tenta de démystifier le phénomène. Ils expliquèrent que les lumières pouvaient être des feux follets, causés par la décomposition de matières organiques dans les marais. Mais les habitants, attachés à leur légende, rejetèrent ces explications rationnelles. Pour eux, les lumières n'étaient pas de simples réactions chimiques, elles étaient des esprits, des âmes perdues cherchant vengeance ou rédemption. Aujourd'hui, les lumières de Waiswampak continuent de fasciner et d'effrayer. Les touristes curieux viennent parfois dans l'espoir de les apercevoir, mais les habitants locaux les mettent en garde, si vous voyez une lumière, ne la suivez pas. Elle pourrait vous conduire là d'où personne ne revient. Perché au cœur de la région pittoresque de Mullertal, le village de Berdorf est entouré de formations rocheuses spectaculaires. Ces falaises, sculptées par le vent et l'eau depuis des millénaires, sont autant d'œuvres d'art naturel que de lieux empreints de mystère. Parmi les nombreuses légendes qui hantent cette région, celle de la Dame des Rochers est sans doute la plus célèbre et la plus terrifiante. L'histoire remonte au Moyen Âge, lorsque la région était encore largement boisée et habitée par des communautés isolées. Une jeune femme nommée Elvira vivait dans un petit hameau près de Berdorf. Connue pour sa beauté éclatante et sa gentillesse, elle était aimée de tous. Mais elle attirait également la jalousie, notamment celle de sa belle-sœur, Margaret, une femme rusée et ambitieuse. Margaret, en proie à une haine grandissante, commença à répandre des rumeurs. Elle accusait Elvira de sorcellerie, prétendant qu'elle ensorcelait les hommes et causait la mort des troupeaux. Bien que certains villageois doutassent de ces accusations, Margaret parvint à semer la discorde. Une nuit, profitant d'une tempête violente, elle rassembla une foule en colère et accusa Elvira devant tout le village. La jeune femme, paniquée, protesta de son innocence, mais ses paroles furent noyées par les cris de la foule. Elvira fut traînée jusqu'à une falaise isolée, connue aujourd'hui sous le nom de Spruchbach. Là, Margaret et les villageois, aveuglés par leur colère, la poussèrent dans le vide. Avant de tomber, Elvira jeta un cri déchirant, « Vous me tuez injustement, mais je reviendrai. Ce lieu portera ma douleur et votre honte pour toujours. » Son corps disparut dans les profondeurs sombres, et la foule s'éparpilla, craignant d'avoir éveillé une colère divine. Au matin, lorsque les villageois retournèrent sur place, ils ne trouvèrent aucune trace de son corps. Mais les jours suivants, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Les animaux refusaient de s'approcher des falaises, des éclats de voix semblaient émaner des rochers, et des promeneurs rapportèrent avoir vu une silhouette blanche errant sur les hauteurs. Le cas le plus célèbre est celui de Heinrich, un jeune berger. Une nuit, alors qu'il cherchait une brebis égarée près des falaises, il aperçut une femme vêtue d'une robe blanche, ses cheveux flottant dans le vent. Pensant qu'il s'agissait d'une voyageuse perdue, il s'approcha pour l'aider. Mais lorsqu'il arriva près d'elle, son visage, d'abord magnifique, se transforma en un masque terrifiant, avec des yeux vides et une bouche tordue en un cri silencieux. Heinrich s'enfuit, terrifié, et ne reparla jamais de cette rencontre. Les années passant, la légende de la Dame des Rochers s'enracina dans la culture locale. On disait qu'Elvira apparaissait souvent par temps de tempête, ses cris se mêlant aux hurlements du vent.
Certains affirmaient que ces larmes avaient formé les petites sources qui jaillissent encore aujourd'hui près des falaises. D'autres prétendaient que quiconque osait s'approcher de la falaise la nuit risquait de voir sa silhouette, flottant entre les ombres, cherchant à attirer les vivants pour partager son sort. Au XIXe siècle, un groupe de chercheurs de trésors, convaincus que des richesses avaient été enterrées près des falaises, entreprit de fouiller la zone. Une nuit, alors qu'ils creusaient sous une pleine lune, ils entendirent un cri perçant qui semblait venir du cœur même des rochers. Terrifiés, ils abandonnèrent leur travail, jurant de ne jamais revenir. Aujourd'hui, les falaises de Berdorf attirent de nombreux touristes et grimpeurs. Mais les habitants avertissent toujours les visiteurs, n'approchez pas trop des falaises au crépuscule. Et si vous entendez une voix ou voyez une femme en blanc, détournez-vous et partez. La dame des rochers n'a jamais trouvé la paix. Et si vous vous promenez près de Berdorf par une nuit brumeuse, souvenez-vous que chaque fissure dans les rochers, chaque souffle du vent pourrait cacher l'écho de cette tragédie ancienne. Elvira, la dame des rochers, continue de hanter ces lieux, un rappel poignant de l'injustice et de la vengeance d'outre-tombe. À l'ombre des collines verdoyantes de Schengen, où la Moselle trace paisiblement son chemin, se trouve un vieux pont de pierre à l'apparence modeste. Construit bien avant que la région ne devienne célèbre pour ses accords européens, ce pont est le théâtre d'une des légendes les plus sombres du Luxembourg. On raconte qu'il est bien plus qu'un simple passage, c'est un portail entre le monde des vivants et celui des morts, un lieu où des âmes tourmentées rôdent encore. La légende commence au XVe siècle, avec l'histoire tragique de Hans, un marchand itinérant connu pour son ambition et sa soif de richesse. Une nuit d'automne, sous un ciel noir déchiré par des éclairs, Hans voyageait pour livrer des marchandises précieuses. Le pont était alors un passage périlleux, glissant et vétuste, mais Hans, impatient d'arriver à destination, ignora les dangers. Alors qu'il traversait, une bourrasque soudaine effraya son cheval. L'animal glissa, entraînant Hans dans les eaux tumultueuses de la rivière en contrebas. Malgré ses cris de désespoir, personne ne vint à son secours. Le lendemain, on retrouva son corps, figé dans une expression de terreur. Peu après sa mort, des rumeurs commencèrent à circuler. Des voyageurs nocturnes rapportèrent avoir vu une silhouette sombre près du pont, immobile dans l'obscurité, comme si elle les observait. Certains prétendaient que, lorsqu'ils s'approchaient, l'homme levait la main pour les arrêter, marmonnant des mots incompréhensibles. Mais lorsque quelqu'un tentait de lui parler, il disparaissait dans un souffle glacial. Un siècle plus tard, un autre événement tragique renforça la réputation sinistre du pont. Une jeune femme, accusée à tort de sorcellerie, fut pourchassée par une foule en colère. Désespérée, elle courut jusqu'au pont, espérant trouver refuge de l'autre côté. Mais la colère des villageois ne connaissait pas de limite. Ils l'encerclèrent, la traitant de démon et de suppôt du diable. Alors qu'elle se tenait au milieu du pont, un éclair frappa soudain l'une des pierres, provoquant son effondrement. La jeune femme fut emportée par les eaux, ses cris résonnant dans la nuit. Depuis lors, des voix plaintives semblent émaner de sous le pont lors des nuits brumeuses, comme un écho de son désespoir. Les récits de hantises se multiplièrent au fil des années. Les charretiers qui traversaient tard dans la nuit rapportèrent que leurs chevaux s'arrêtaient net, refusant de poser un sabot sur le pont. Des pêcheurs, travaillant près de la rivière, affirmèrent entendre des murmures dans le vent, des mots indistincts qui semblaient provenir de l'eau. Une légende populaire raconte qu'une lumière vacillante, semblable à une lanterne, peut être aperçue sur le pont certains soirs. Si un voyageur suit cette lumière, il est dit qu'il disparaît à jamais, emporté dans le monde des morts. Un récit particulièrement glaçant date du début du XIXe siècle. Un jeune couple, revenant d'une fête dans un village voisin, tenta de traverser le pont à minuit. Alors qu'ils atteignaient le milieu, ils virent une silhouette apparaître devant eux. L'homme, vêtu de vêtements trempés et usés, tendit la main en silence. Effrayés mais curieux, ils s'arrêtèrent. La femme décrivit plus tard que, lorsque l'homme leva la tête, ses yeux étaient vides, noirs comme la nuit. Paniqués, ils rebroussèrent chemin, mais sentirent une étrange pression les suivre jusqu'à ce qu'ils soient loin du pont. Le jeune homme, tombé malade peu après, mourut dans son sommeil quelques semaines plus tard, murmurant des mots incompréhensibles sur un « appel » qu'il devait répondre.
Dans les années 1950, un historien local, fasciné par les récits, décida de passer une nuit entière sur le pont pour enquêter. Armé d'un carnet, d'une lampe à huile et d'un crucifix, il s'installa à minuit. Au début, tout semblait calme. Mais alors que le brouillard s'épaississait, il rapporta avoir entendu des pas légers sur les pierres, suivis d'un murmure lointain. Peu après, il aperçut une lumière floue au bout du pont. En la fixant, il remarqua qu'elle semblait se rapprocher. Pris d'une terreur soudaine, il s'évanouit. On le retrouva à l'aube, blotti contre une rambarde, incapable de parler pendant des jours. Lorsqu'il retrouva enfin ses esprits, il déclara « Ce n'est pas un lieu pour les vivants ». Aujourd'hui, le pont de Schengen est un lieu de fascination pour les amateurs de paranormal, mais les habitants locaux continuent de l'éviter la nuit. Les guides touristiques avertissent les visiteurs curieux, ne restez pas sur le pont après la tombée de la nuit. Si vous entendez des murmures ou voyez une lumière, éloignez-vous. Certains habitants croient fermement que les âmes perdues ont encore le pont, cherchant à entraîner d'autres dans leur tourment éternel. La forêt de Putzbach, déjà célèbre pour son fantôme de soldat, abrite également une légende encore plus ancienne et tout aussi terrifiante, celle de deux cavaliers fantomatiques qui se livreraient un duel éternel sous les ombres des arbres. Cette histoire remonte au Moyen Âge, une époque où les forêts étaient autant des refuges que des lieux de mort. La légende raconte qu'un seigneur local, Ulrich, et son rival, Conrad, étaient deux chevaliers liés par une haine viscérale. Leur querelle avait débuté pour des raisons politiques, mais elle atteignit son paroxysme lorsqu'ils tombèrent tous deux amoureux de la même femme, une jeune noble nommée Annette. Annette, belle et intelligente, refusait de choisir entre eux, espérant calmer les tensions. Mais son indécision ne fit qu'attiser leur animosité. Lors d'un banquet organisé par le baron de la région, Ulrich et Conrad s'affrontèrent verbalement, leurs accusations et insultes résonnant dans la grande salle. Les convives, gênés, tentèrent de les calmer, mais il était clair que la situation ne pouvait pas durer. Finalement, Ulrich se leva, sa main sur la garde de son épée, et déclara « Si nous devons nous disputer son cœur, réglons cela comme des hommes. À l'aube, dans la forêt de Putzbach, nous déciderons qui d'entre nous mérite de vivre et d'aimer. » Conrad accepta sans hésiter, et les deux hommes quittèrent la salle sous les murmures horrifiés des invités. Annette, dévastée, supplia Ulrich de renoncer au duel, mais il resta inflexible. Pour lui, l'honneur était en jeu, et il ne pouvait reculer. Le matin suivant, les deux chevaliers se rencontrèrent dans une clairière isolée de la forêt, accompagnés de leurs écuyers. Les règles étaient simples, un duel à mort, à cheval et avec des lances. Les écuyers restèrent en retrait, laissant leur maître régler leurs différends. Lorsque le signal fut donné, Ulrich et Conrad chargèrent l'un contre l'autre, leurs lances brillantes sous la lumière froide de l'aube. Le premier assaut fut brutal. Ulrich parvint à briser la lance de Conrad, mais pas avant que celui-ci ne lui entaille le flanc. Le sang tacha l'herbe humide, et les deux hommes, furieux, jetèrent leurs armes brisées pour continuer le combat à l'épée. Les bruits du métal frappant le métal résonnaient dans la forêt, attirant même les oiseaux qui restèrent perchés, silencieux témoins de cette scène. La bataille dura des heures, les deux hommes refusant de céder. Finalement, Ulrich, plus jeune et plus rapide, parvint à planter son épée dans le cœur de Conrad. Le chevalier s'effondra dans un cri déchirant, tandis qu'Ulrich, épuisé, se tenait au-dessus de lui. Mais Conrad, dans un dernier souffle, jeta une malédiction « Tu as peut-être gagné cette bataille, mais ton âme ne connaîtra jamais le repos. Nous sommes liés, toi et moi, par le sang et la haine. Et nous nous battrons, encore et encore, jusqu'à la fin des temps. » Ulrich, terrifié par ces mots, quitta précipitamment la forêt, laissant le corps de Conrad derrière lui. Mais quelques semaines plus tard, il mourut mystérieusement, victime d'une fièvre fulgurante que personne ne put expliquer. Les habitants dirent qu'il avait été emporté par la malédiction de Conrad. Depuis ce jour, les habitants de la région évitent la clairière de Putzbach, surtout à la tombée de la nuit. Les rares courageux qui s'y aventurent rapportent des récits troublants, des bruits de sabots galopant dans les ombres, des éclats de métal qui résonnent dans l'air, et parfois, des silhouettes spectrales de chevaliers, l'un en armure blanche, l'autre en armure noire qui s'affrontent éternellement. Un chasseur,
connu pour son scepticisme, décida un soir de vérifier la véracité de cette histoire. Armé d'une lampe et d'un fusil, il pénétra dans la forêt. À minuit, alors qu'il atteignait la clairière, il entendit le fracas d'épées et des cris de guerre. Soudain, deux figures éthérées surgirent des arbres, se chargeant l'une contre l'autre. Le chasseur, pétrifié, observa les fantômes se livrer une bataille féroce. Mais au moment où il tenta de s'enfuir, l'un des spectres, celui en armure noire, se tourna vers lui. Bien que son visage soit caché par un aume, le chasseur sentit un froid glacial l'envahir, comme si la mort elle-même le fixait. Il s'enfuit en hurlant et ne retourna jamais dans la forêt. Lorsqu'il raconta son histoire, son visage était pâle, et il tremblait encore, des jours après l'incident. Depuis, la clairière est surnommée « le champ des âmes », et les habitants du village voisin s'assurent de ne jamais y poser le pied après la tombée de la nuit. Certains disent que les deux chevaliers continueront de se battre jusqu'à ce que l'un d'eux renonce, mais d'autres croient que leur combat est une punition divine, une boucle sans fin pour expier leur orgueil. Quoi qu'il en soit, si vous vous retrouvez un soir dans la forêt de Putzbach, et que vous entendez le galop d'un cheval fantôme ou le cri d'un homme en duel, ne restez pas pour en voir plus. Ces âmes tourmentées n'apprécient pas les spectateurs. Non loin du hameau de Girsterklo, niché entre collines verdoyantes et anciennes routes romaines, s'étend une forêt dense, réputée pour être aussi magnifique que terrifiante. Si, en journée, ces sentiers ombragés attirent promeneurs et amoureux de la nature, la nuit, elle devient le théâtre de légendes sombres. On dit que cette forêt est maudite, hantée par des âmes tourmentées et des esprits vengeurs. L'histoire de cette malédiction remonte à plusieurs siècles, à une époque où les habitants de Girsterklo vivaient sous l'emprise d'un seigneur cruel et avide, le baron Wilhelm von Steinbourg. Wilhelm régnait avec une poigne de fer, taxant lourdement ses sujets et punissant brutalement ceux qui osaient lui désobéir. Mais ce qui horrifiait le plus les villageois, c'était son penchant pour les rituels occultes. Selon la légende, Wilhelm croyait que la forêt environnante était un lieu sacré, un point de contact entre le monde des vivants et celui des morts. Il était obsédé par l'idée de devenir immortel, et pour atteindre cet objectif, il organisait des cérémonies macabres au cœur des bois. Des disparitions inexpliquées surtout parmi les jeunes femmes commencèrent à semer la panique dans le village. Les rumeurs circulaient, le baron sacrifiait ses âmes innocentes pour apaiser les esprits de la forêt et obtenir leur pouvoir. Un jour, les habitants, poussés à bout, décidèrent de se révolter. Armés de fourches et de torchets, ils marchèrent sur le château de Wilhelm. Mais le baron, informé de leur venue, s'enfuit dans la forêt. Il emporta avec lui un grimoire ancien, censé contenir des secrets interdits, et s'enfonça dans les bois pour effectuer un dernier rituel. Ce soir-là, un orage d'une violence inouïe éclata. Des éclairs frappèrent les arbres, le vent hurlait, et des cris terrifiants retentirent dans la forêt. Au matin, le baron ne fut jamais retrouvé. Mais la forêt elle-même semblait avoir changé. Les arbres paraissaient plus sombres, leur écorce marquée de symboles étranges. Les villageois qui osèrent s'aventurer dans les bois rapportèrent des phénomènes inexplicables, des ombres mouvantes, des murmures indistincts, et une sensation oppressante, comme si quelque chose les observait. La légende raconte que l'esprit de Wilhelm hante toujours la forêt, accompagné des âmes des innocents qu'il a sacrifiés. Certains disent qu'il cherche à achever son rituel, tandis que d'autres croient qu'il est prisonnier de sa propre malédiction, condamné à errer pour l'éternité. Au fil des siècles, de nombreux événements étranges sont venus alimenter cette légende. Un bûcheron, travaillant seul dans les bois, prétendit avoir entendu son nom chuchoté par une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Terrifié, il quitta son travail sur le champ et refusa de retourner dans la forêt. Une autre fois, un groupe de chasseurs vit une lumière rougeâtre danser entre les arbres. Lorsqu'ils tentèrent de la suivre, ils se perdirent et ne retrouvèrent leur chemin qu'au lever du soleil, épuisés et hagards. Mais le cas le plus célèbre est celui d'un prêtre envoyé par l'Église au XIXe siècle pour exorciser la forêt. Armé de son crucifix et de ses prières, il passa 3 jours et 3 nuits dans les bois. À son retour, il était méconnaissable, ses cheveux étaient devenus gris, et son regard semblait perdu. Il déclara à l'évêque, « Ce lieu n'est pas à nous. Il appartient à quelque chose d'ancien et de terrifiant. »
Aujourd'hui, la forêt de Girsterclos continue d'attirer les curieux, mais les habitants locaux évitent d'y entrer après la tombée de la nuit. Certains affirment encore entendre les échos d'un chant ancien porté par le vent, ou apercevoir une silhouette encapuchonnée entre les arbres, une lueur sinistre émanant de ses mains. Les guides touristiques, lorsqu'ils mènent des excursions, avertissent toujours les visiteurs, si vous entendez des murmures, ignorez-les. Et surtout, ne suivez jamais une lumière, peu importe à quel point elle semble proche. Car une fois perdu dans la forêt, il est possible que vous n'en ressortiez jamais. Aujourd'hui, la forêt de Girsterclos continue d'attirer les curieux, mais les habitants locaux évitent d'y entrer après la tombée de la nuit. Certains affirment encore entendre les échos d'un chant ancien porté par le vent, ou apercevoir une silhouette encapuchonnée entre les arbres, une lueur sinistre émanant de ses mains. Les guides touristiques, lorsqu'ils mènent des excursions, avertissent toujours les visiteurs, si vous entendez des murmures, ignorez-les. Et surtout, ne suivez jamais une lumière, peu importe à quel point elle semble proche. Car une fois perdu dans la forêt, il est possible que vous n'en ressortiez jamais. Et si vous êtes assez brave pour marcher seul dans ces bois, souvenez-vous, chaque ombre que vous croisez pourrait être le baron Wilhelm, attendant le moment où un autre imprudent lui offrira l'occasion d'achever son œuvre maudite. À proximité de la petite ville de La Rochette, où les ruines d'un château ancien dominent les collines, se trouve une grotte discrète, presque oubliée, que les habitants appellent le refuge de la fée. Cette cavité, entourée de mystères, est le cœur d'une légende qui hante encore les nuits des anciens du village. On dit qu'une fée y a vécu autrefois, mais son histoire est empreinte de tragédie et de mysticisme. La légende raconte qu'il y a plusieurs siècles, une jeune fille nommée Lièse, connue pour sa curiosité et son amour des promenades solitaires, avait pour habitude de s'aventurer dans les bois autour de La Rochette. Un jour, alors qu'elle suivait un ruisseau serpentant entre les arbres, elle tomba sur l'entrée de la grotte. Une lumière étrange en émanait, une douce lueur dorée qui semblait danser sur les parois rocheuses. Intriguée, Lièse s'approcha et entendit une voix mélodieuse l'appeler doucement. À l'intérieur de la grotte, elle trouva une femme d'une beauté irréelle, assise sur une pierre lisse. Ses cheveux argentés tombaient en cascade sur ses épaules, et sa peau semblait briller comme la lune. C'était la fée de La Rochette. Elle invita Lièse à s'asseoir et lui parla de son rôle de gardienne de la forêt. La fée lui révéla que la nature était en équilibre grâce à elle, mais que son existence dépendait d'un secret enfoui dans la grotte. Elle prévint Lièse de ne jamais révéler l'emplacement de cette grotte à quiconque, sous peine de rompre cet équilibre fragile. Lièse, émerveillée et effrayée, promit de garder le secret. Pendant plusieurs années, elle continua de rendre visite à la fée en secret, recevant des conseils et apprenant les mystères de la forêt. Mais comme toutes les bonnes choses, cette relation attira l'attention. Un jour, un marchand étranger, séduit par la beauté de Lièse, remarqua ses fréquents voyages vers les bois et décida de la suivre. Lorsqu'il découvrit la grotte, il n'y vit pas la beauté mystique qu'avait décrite Lièse mais un amas de pierres et un objet étrange, un petit coffre scellé dans une niche de la roche. Le marchand, avide de richesse, força Lièse à lui révéler ce que contenait le coffre. Terrifiée, elle tenta de le convaincre de renoncer, mais l'homme, obstiné, brisa le sceau du coffre. La légende raconte qu'à l'instant où le coffre s'ouvrit, une ombre sombre s'échappa de l'intérieur, envahissant la grotte. La lumière dorée s'éteignit, et la forêt, autrefois accueillante, sembla perdre toute sa vitalité. Lièse, désespérée, chercha la fée, mais elle ne trouva qu'un écho lointain, une voix qui murmurait « Tu as brisé l'équilibre. Maintenant, la forêt réclamera son dû. » Le marchand disparut mystérieusement cette nuit-là. On ne retrouva jamais son corps, mais les villageois commencèrent à parler de cris effrayants entendus dans les bois, de lumières étranges qui dansaient parmi les arbres et de la grotte elle-même, qui semblait bouger chaque fois qu'on tentait de la localiser. Depuis cet événement, les bois autour de La Rochette sont réputés pour être hantés. Les chasseurs rapportent souvent des phénomènes étranges, des animaux qui disparaissent soudainement, des arbres qui craquent sans raison, et une sensation oppressante, comme si la forêt elle-même observait les intrus. Quant à la grotte, elle est devenue insaisissable. Certains disent qu'elle apparaît uniquement à ceux qui sont purs de cœur, tandis que d'autres pensent qu'elle est protégée par des illusions créées par la fée, ou peut-être par son ombre.
Une femme du village, qui prétend avoir vu la fée dans sa jeunesse, raconte que celle-ci n'a jamais quitté les bois. Elle est toujours là, mais elle n'est plus ce qu'elle était, dit-elle avec gravité. Si vous voyez une lumière dans les bois, n'y allez pas. Ce n'est plus la lumière de la fée, mais celle de l'ombre qui l'a remplacée. Les touristes qui visitent La Rochette aujourd'hui adorent entendre ces récits autour d'un feu de camp ou lors de visites guidées des ruines du château. Mais les anciens avertissent, les légendes ne sont pas que des histoires. Elles sont des avertissements. Alors, si un jour vous vous perdez dans les bois près de La Rochette, et que vous apercevez une lumière dorée dans l'obscurité, réfléchissez bien avant de la suivre. Car ce que vous trouverez pourrait ne pas être ce que vous espériez. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.